C'est l'époque de la Renaissance. Avec l'émergence de l'individu qui s'extrait de la masse, la remise en question des dogmes de l'Église, l'éveil des curiosités. On exhume de l'oubli l'univers antique, ses arts et ses connaissances. Dans un contexte de ville en pleine expansion et de commerce florissant, on découvre de nouveaux continents. Érudits, nobles et marchands se font collectionneurs. Dans leur résidence, ils aménagent ce que l'on appelle des cabinets de curiosités. On peut y admirer, conservés dans des bocaux, rangés dans des vitrines ou suspendus au mur et au plafond, des objets étranges et précieux, issus de la nature ou façonnés de la main de l'homme. On y trouvait surtout des pièces rares qui suscitaient l'émerveillement des collectionneurs. C'est d'ailleurs ce que suggère le nom cabinet de curiosité. De plus, ces objets intrigants étaient aussi un bon point de départ pour étudier le monde, mais aussi l'ordre du monde et la place qui occupe l'homme, conformément à la vision humaniste de l'époque. Regrouper au même endroit tout le spectre de la création divine, telle est l'ambition. Comme au château d'Ambras, non loin d'Innsbruck, en Autriche. Au milieu du XVIe siècle, le maître des lieux est l'archiduc d'Autriche Ferdinand II, un Habsbourg, comte de Tyrol et amateur d'art, qui a reçu une éducation humaniste. Sa collection constitue un cabinet de curiosités parmi les plus prestigieux de son époque. L'archiduc Ferdinand était sans aucun doute un enfant de son temps, de la Renaissance. Il s'intéressait à tout ce qui était nouveau et sortait de l'ordinaire. C'est ce qui explique sa collection hétéroclite. Il possédait des matériaux exotiques tels que des cornes de rhinocéros ou des coraux. Des produits de la nature qui étaient alors, pour ainsi dire, inconnus et qu'on n'avait pas vraiment étudiés. C'est cette rareté qui attirait le collectionneur, mais aussi la possibilité d'en apprendre davantage au sujet de ces objets, de les étudier et d'en tirer des connaissances approfondies sur la diversité du vivant. Il ne faut pas s'imaginer le collectionneur comme un solitaire qui disparaissait dans une pièce pour étudier chaque objet. Il était entouré d'un réseau de différents agents susceptibles d'acquérir ou de recommander des pièces. Il avait aussi coutume d'inviter d'autres érudits. Et l'ensemble de ces échanges permettait de faire progresser le savoir. Ce dessin à la plume date du XVIe siècle. Au-dessus du château d'Ambras, on peut lire les mots « musée » et « bibliothèque ». Bibliotheca et museum. Cela nous ramène à l'Antiquité, avec le mot musée, qui vient du grec museion, le temple des muses. En définitive, ce temple des muses n'est rien d'autre qu'un lieu d'érudition et de recherche. C'est dans cet esprit que l'archiduc Ferdinand a voulu créer à Ambras une gigantesque encyclopédie de tous les savoirs connus. Sa collection couvre ainsi un très vaste champ. Un inventaire établi en 1596 consigne notamment une défense d'éléphant, un crocodile adulte et une centaine d'armures conservées dans une pièce baptisée l'armurerie des héros. Ces murs arborent les portraits de tous les hommes de la maison des Habsbourg qui ont fait sa renommée et sa puissance, y compris Ferdinand II en personne. C'est indissolublement un lieu d'illustration du savoir et du pouvoir. Pouvoir que le prince exerce sur un territoire et savoir cosmique qu'il maîtrise grâce
à son intelligence, pourrait-on dire, à sa science. On trouve une collection comparable, mais dans un cadre très différent, à la Fondation Franke, dans la ville de Halle, dans l'est de l'Allemagne. À la fin du XVIIe siècle, August Hermann Franke, pasteur, pédagogue et théologien piétiste, crée ici une école et un orphelinat. L'établissement accueille des garçons et des filles de toutes origines sociales et dispense une éducation protestante à la mode prussienne. Cette institution est financée entre autres par l'impression de Bibles à la reliure précieuse, qui sont diffusées par un réseau de missionnaires s'étendant jusqu'en Russie, en Amérique du Nord et en Inde. Un cabinet baroque d'objets d'art et d'histoire naturelle est créé en 1698 à des fins éducatives. C'est le premier musée non princier qui voit le jour en Allemagne. Aujourd'hui, suite à une reconstitution fidèle, il peut être visité dans ses locaux d'origine. Plusieurs milliers de pièces occupent les étagères baroques richement ornées du musée. Comme au château d'Ambras, des objets d'histoire naturelle côtoient des curiosités et des artefacts de toutes origines. Par exemple, cette collection de chaussons d'intérieur pour femmes. Des accessoires vestimentaires de plus de 300 ans, venus de Chine, d'Orient et de Russie. Ce que je trouve essentiel dans ces cabinets de curiosité, c'est que les objets ont été manipulés. Ils sont passés entre différentes mains. On les a sortis d'un tiroir, puis rangés de nouveau. C'est ce qui distingue fondamentalement ce type de collection de la notion contemporaine de musée, où on ne touche qu'avec les yeux.